Salut, on se retrouve pour une vidéo de méthodologie qui va en particulier concerner les L1 voire les L2, peut-être les L3 etc. mais j'en doute. Donc vidéo sur les fiches, comment faire des fiches et même faut-il faire des fiches? Faut-il faire des fiches et si oui, comment faut-il les faire? Alors, faut-il faire des fiches? Ça va vraiment vous aider à apprendre vos leçons. Ça va être un gain de temps énorme à mon sens, en particulier si vous avez une mémoire visuelle. Puisqu'il existe différents types de mémoire, la mémoire visuelle, verbale et la mémoire auditive. Alors si vous avez une mémoire auditive, ce qui va vous aider, ça va par exemple être d'aller en cours et d'entendre le prof expliquer son cours, même s'il le dicte juste, bien que des fois le prof justement dicte un peu trop vite et qu'on n'a pas vraiment le temps de se concentrer sur la compréhension. Ce qui nous importe dans ce cas-là, c'est surtout de prendre toutes les informations à temps, de noter toutes les informations à temps. Ce qui peut également vous aider si vous avez une mémoire auditive, c'est d'enregistrer vous-même vos cours. Donc vous lisez vos cours, vous enregistrez sur votre téléphone au format audio, vous passez les écouteurs, vous mettez les écouteurs, et après vous pouvez l'écouter n'importe où, dans le train, pendant que vous faites vos courses, etc. Si vous avez plutôt une mémoire verbale, ce qui va vous aider, ça va être d'en parler avec d'autres personnes, ou même d'en parler avec vous-même, ou d'imaginer que vous êtes avec quelqu'un et que vous lui expliquez votre leçon en fait. Maintenant, si vous avez une mémoire visuelle, ce qui va vraiment vous aider, c'est à mon sens les fiches. Puisque moi, quand j'étais en examen, j'arrivais par exemple à revisualiser ma fiche. À visualiser ma fiche, je voyais que ici par exemple j'avais un paragraphe, là j'en avais un autre, et que les deux étaient reliés par une flèche là et une flèche là. Ça, j'arrivais à me le remémorer pendant l'examen. Alors, si vous n'avez pas une mémoire visuelle, c'est pas pour ça que les fiches deviennent inutiles. Puisque faire des fiches en soi, ça va vous permettre déjà de gagner en clarté, puisque moi, quand je vois ne serait-ce que 10 lignes à la suite d'ordinateur sur un paragraphe comme ça, il n'y a pas une ligne qui est sautée, enfin, même si je vais à la ligne, tout ça, enfin, j'arrive pas à apprendre. Quand voilà, j'ai des lignes à la suite comme ça, j'arrive pas à m'y retrouver, même si je surligne. Pour moi, c'est impossible. Pareil pour en revenir à la mémoire auditive, quand j'enregistre mes leçons et que j'essaye de les écouter, enfin quand j'ai eu essayé, au bout de 20 secondes, je pense à quelque chose d'autre. J'arrive pas à me concentrer dessus. Donc pour moi, ce qui marche vraiment, c'est les fiches et la mémoire visuelle. Après, tout le monde est différent, mais comme je vous le disais, faire des fiches, peu importe votre type de mémoire, ça va vous permettre d'avoir une première approche et de dégrossir grandement votre leçon. Euh, et même psychologiquement, ça peut vous aider, puisque moi, par exemple, quand j'ai un cours qui à la base fait 60 pages d'ordinateur, et que je vois que j'arrive à le résumer en, par exemple, 15 pages de fiches ou 20 pages de fiches, sachant que quand je dis 15 pages ou 20 pages, c'est pas 15 pages justement des lignes écrites jusqu'au bout à chaque ligne, c'est plutôt aéré tout ça. Psychologiquement, je me dis, bon, j'ai que 15 pages à apprendre au lieu de 60, ça va être beaucoup plus facile. Même si les informations importantes sont toutes là, puisque le but, c'est pas de virer les informations importantes. On peut penser que faire des fiches, que l'inconvénient de faire des fiches, c'est qu'on risque de perdre des informations importantes. Alors c'est là qu'il faut réussir en fait à faire des fiches en gardant toutes les informations importantes. Vous allez gagner en place en utilisant notamment des abréviations, des flèches, des tableaux, etc. Donc faire des fiches, là, bon, vous êtes sûrement étudiant en droit, mais au cas où vous ne seriez pas étudiant en droit, ce n'est pas valable que pour le droit, à mon sens. Par exemple, en économie, c'est largement valable, puisque j'ai eu des cours d'éco et que j'ai eu fait des fiches en éco. En fac de langue, j'imagine que ça s'adapte également, en fac d'histoire géo, de lettres, etc. Là où ça s'adapte un peu moins, c'est en fac de sciences. Alors si on est sur la théorie, et quand je dis théorie, je veux dire en dehors des calculs,
puisque bon, ça va être difficile quand même de ficher des équations, enfin je pense, après j'y connais pas grand chose. Là, ça risque d'un peu moins servir, mais pour toutes les autres disciplines, je pense que ça sert. Donc ce qu'on va faire, c'est diviser cette vidéo en 3 parties. Tout d'abord, je vais prendre une page d'un livre d'introduction générale au droit, que je vais scanner et que je vais mettre à côté, qui va représenter en fait une partie de la vidéo, une partie de l'écran. Je vais lire cette page et en même temps à côté je vais faire ma fiche. Donc l'écran sera divisé en deux, vous aurez une partie de l'écran sera la page en question scannée et l'autre partie ça sera moi en train de faire la fiche. Et deuxième partie ensuite de la vidéo, je vais vous montrer une fiche que quelqu'un m'a envoyée et puis je donnerai mon avis là-dessus. Donc mon avis, hein, ça reste subjectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui peut être amélioré surtout. Voilà mes conseils, hein. C'est pas, je juge pas. Hein. Et ensuite, dernier point, alors là, on va s'éloigner un peu des fiches, c'est une fois que vos fiches sont terminées en fait, moi j'ai une petite méthode, une petite astuce mémotechnique qui me permet de retrouver facilement mes idées. Parce que par exemple, j'ai un paragraphe, et dans ce paragraphe, j'ai 5 idées principales, 5 idées majeures. Et là, je suis en train de réviser, donc je ne regarde pas ma fiche, je suis en train d'essayer de rapprendre le cours. Et j'arrive plus à me rappeler de la première idée. Mais je sais que si je la regarde, il me suffit de un mot pour me rappeler de tout en fait. Vous allez vous dire, ah oui c'est vrai, et ça enchaîne sur ça l'a sûrement fait à tout le monde. Et donc moi j'ai une petite aide mémotechnique qui me permet de me rappeler plus ou moins des idées principales de chaque paragraphe, de chaque partie, sous-partie, ça c'est vous qui voyez comment vous le faites. Alors commençons avec la première partie de la vidéo, c'est-à-dire la fiche que je vais faire moi-même. Tout d'abord, je vous conseille d'utiliser des abréviations. Alors je vais vous donner des exemples d'abréviations que moi j'utilise. Par exemple, à la place d'écrire n'est pas égal, ne correspond pas à, n'est pas semblable à, je fais simplement un égal barré. Voilà. Par exemple, je sais pas moi, jurisprudence, que d'ailleurs j'abrège en JP, jurisprudence. Au lieu de dire la jurisprudence ne correspond pas à, je vais écrire JP pas égal. Ça me permet de gagner beaucoup plus de place sur ma page. Et j'ai donc l'impression en fait d'avoir moins à apprendre. Autre abréviation que je peux utiliser, bon bah, à contrario, au lieu d'écrire est égal, est semblable, est similaire à, je fais simplement un égal. À la place d'écrire néanmoins, mais, cependant, ou encore attention, je fais un triangle. Alors vous pouvez faire même un panneau de signalisation, vous faites un triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur. Dans certaines matières, on est amené, au cours de la matière, à écrire plusieurs fois le même mot. Par exemple, en droit constitutionnel, on va souvent écrire le mot constitution. À ce moment-là, c'est un mot long en plus. Vous pouvez par exemple l'abréger, vous faites un C majuscule et vous faites un petit rond, je ne sais plus comment on appelle ça, un petit rond là. Pour tous les autres mots qui finissent en sion, fédération, capitalisation, n'importe quoi, bon, je prends l'exemple de fédération. Je vais écrire fédéra, je m'arrête au T et là je refais mon petit rond en haut. Ça me remplace le sion. Alors c'est pas grand chose, mais ça fait toujours gagner un peu de place sur la page. Et moi, au moins il y a de lettres, au plus j'ai l'impression que ça va être facile à apprendre. Au lieu d'écrire n'est pas seulement, n'est pas uniquement, alors le pas déjà, je fais un haut barré. Et au lieu d'écrire seulement, uniquement, alors c'est pas du tout pour se la péter bilingue parce que je suis pas bilingue, mais j'écris only, le mot anglais, parce que c'est beaucoup plus court que uniquement. Voilà, moi j'ai pris l'habitude d'écrire quelques mots anglais qui des fois sont beaucoup plus courts. En 3 ou 4 lettres, on a un mot anglais qui remplace 10 lettres, quoi, et ça fait vachement gagner de place sur sa fiche. Donc après vous trouverez vos propres abréviations. Venons-en donc à cette fiche. Alors moi, je vous conseille déjà, moi ce que je fais du moins, c'est que je prends une feuille blanche et pas une feuille à carreaux,
Tout simplement parce que ça m'aide psychologiquement en fait. Quand j'ai une feuille à carreaux, je vois tous ces carreaux, toutes ces lignes, et j'ai l'impression que ma page va pas être claire en fait, que là je vais pouvoir agencer en fait mes fiches un peu comme je veux, j'ai pas à respecter les lignes, etc. Donc, si vous voyez la page en question, la preuve des droits subjectifs, donc j'ai fait exprès de prendre une page dans laquelle il y a une introduction. L'introduction donc fait suite au grand 2. Et ensuite, on a un premier paragraphe, un grand A. Alors, l'introduction, il faut faire attention. Déjà, s'il est écrit, s'il y a des phrases qui commencent par nous allons étudier, comme nous allons le voir, etc., ce qui suit ces expressions, c'est à mon sens pas vraiment utile de le ficher, puisque s'il est précisé que postérieurement on va voir ça, ça, ça ou ça veut dire que tout ça, vous allez le voir dans le développement, c'est-à-dire dans les paragraphes qui suivent, et de façon plus détaillée. Donc ça sert à rien de commencer à encombrer sa fiche avec des trucs que vous allez voir plus en détail par la suite. Par contre, c'est dans l'introduction aussi que vous pouvez trouver des éléments que vous ne trouverez pas ailleurs. Par exemple, ici, si vous regardez à la deuxième ligne, il est écrit Yering a exprimé cette exigence dans une formule célèbre selon laquelle la preuve est la rançon des droits. La citation en fait, la preuve est la rançon des droits. Ça, vous le retrouverez à mon sens, enfin je pense que cette citation là en l'occurrence, vous la retrouverez pas dans le développement. Et cette citation peut vous servir notamment en disserte pour une phrase d'accroche ou pour votre développement. Donc, on commence. Alors, le titre déjà, on le réécrit et on n'utilise pas d'abréviation. Le titre, il faut qu'il soit clair. Donc, on écrit notre titre, la preuve des droits subjectifs. Bon, j'écris pas très bien. En plus, je dois pas bouger ma fiche, sinon elle va plus être dans le plan de la caméra. La preuve des droits subjectifs. Alors, par exemple, je l'encadre, vous mettez de la couleur ou pas si vous voulez. Moi, je mets jamais de couleur, puisque ça m'aide pas spécialement. Alors, première phrase. Juridiquement, l'existence d'un droit est indépendante de sa preuve. Être titulaire d'un droit ne suffit pas. Il faut pouvoir en administrer la preuve. Yering a exprimé cette exigence dans une formule célèbre, selon laquelle la preuve est la rançon des droits. Alors, après avoir lu ça, déjà on peut réécrire la citation. Alors moi j'écris pas introduction, vous voyez. Si je mets pas de titre, par exemple notre titre qui va venir ça va être un grand A. Si je mets pas de grand A ou de grand 1 ou n'importe quoi, c'est que pour moi on est dans l'introduction en fait. Donc je vais écrire Yering, deux points. Bon, je souligne Yering vite fait. Et j'écris sa citation, la preuve et la rançon des droits. Et pour ces trois lignes que je viens... ouais bon, j'ai oublié D, c'est pas grave. La rançon des droits. Pour ces trois lignes que je viens de lire, à mon sens, elles peuvent être résumées avec cette phrase. C'est pas pour rien qu'ils utilisent cette citation d'ailleurs, puisque cette citation met l'accent sur l'importance de la preuve. Donc pour moi, ça suffit. Ensuite, or la matière est régie de façon très précise par le législateur, qui définit non seulement l'objet à prouver, mais désigne aussi à qui incombe cette preuve, sous quelle forme et selon quelle modalité. Alors, est-ce que cette phrase, c'est en quelque sorte une annonce de plan ou pas? Est-ce qu'on va le voir dans le développement? Notre grand A, il s'intitule La charge de la preuve. La charge de la preuve, c'est qui est-ce qui doit prouver en fait. Et là, je viens de dire mais désigne aussi à qui incombe cette preuve. Donc concrètement, c'est en quelque sorte une annonce de plan. Seul l'objet à prouver va pas être dans le développement, mais on en parle dans le second paragraphe, qui commence par « Quant à l'objet de la preuve, il convient de préciser qu'il se limite aux seules questions de fait. » Alors, l'objet de la preuve, donc là, vous n'allez pas voir tous les paragraphes. Le grand A, c'est la charge de la preuve. Le B, c'est les moyens de preuve. Et le C, les conditions d'admissibilité des preuves. Donc, dans ces A, B, C, il n'y a pas l'objet. Donc là, par contre, l'objet, on va pouvoir le mettre. Qui est-ce qui prouve? À qui incombe cette preuve? Ça ne sert à rien de l'écrire dès l'introduction, puisque c'est l'objet de notre grand A. Donc là, objet de la preuve. Donc on en est au deuxième paragraphe.
Le juge est censé connaître le droit, donc les plaideurs n'ont pas à apporter la preuve des questions de droit, sauf quand ils invoquent des coutumes ou des lois étrangères que justement le juge ne connaît pas. Alors, objet de la preuve. Donc là, ce qu'on pourrait mettre, moi je mets une première flèche comme ça, puis une deuxième, puisqu'on a deux éléments importants. L'objet de la preuve, là concrètement, ce sont les éléments de fait. L'objet, c'est qu'est-ce qu'on prouve? Est-ce qu'on prouve le fait, les faits, ou est-ce qu'on prouve le droit? Alors, en fait, c'est les faits. On prouve les faits. Ça, c'est le principe. Ça, c'est sûr, on prouve les faits. Donc, les plaideurs prouvent les faits. Et le droit, est-ce qu'on prouve le droit? Donc ça va être le juge. Le droit, alors pour être encore plus clair, vous pouvez mettre les faits, deux points, plaideur. Donc c'est les plaideurs qui prouvent les faits. Le droit, là on a deux éléments importants, à savoir que les plaideurs ne prouvent pas, sauf s'ils invoquent des coutumes ou des lois étrangères que le juge ne connaît pas. Et deuxième élément, c'est donc que le principe, c'est que c'est le juge qui prouve le droit, en quelque sorte. Donc, on a deux éléments, je refais deux petites barres comme ça. Le droit prouvé par le juge. Entre parenthèses, moi je rajoute PP, qui veut dire principe, c'est une abréviation là. Sauf si, donc à ma deuxième ligne, sauf si, alors, autre abréviation que j'utilise, au lieu d'écrire par rapport, par rapport tout ça, je fais deux slash en quelque sorte. Voilà, par rapport. Sauf si, par rapport à de la coutume, donc. Coutume ou étranger. Élément de droit étranger. Voilà, donc là, si je relis juste ma fiche, la preuve des droits subjectifs, Hearing, donc citation qui peut vous servir en dissertation, la preuve et la rançon des droits. Donc on met l'accent sur l'importance de la preuve. Objet de la preuve, les faits, deux points plaideurs, les faits sont prouvés par les plaideurs. Le droit, prouvé par le juge, entre parenthèses principe. Le droit, prouvé par le juge donc, sauf si il est relatif à la coutume ou à des éléments de droit étrangers. Donc là, c'est en quelque sorte l'exception. Et oui, et donc là, à ce moment-là, c'est les plaideurs. Hein. Voilà. Donc après, vous le mettez comme vous voulez. Ça. Ensuite, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile précise bien qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Alors, cet article 9, on va le retrouver en fait dans notre paragraphe A. Donc, c'est pas la peine de le noter maintenant. En réalité, la preuve ne porte pas sur le droit lui-même, mais sur l'événement qui lui donne naissance, c'est-à-dire soit sur un acte juridique, soit sur un fait juridique. Alors, là, on est toujours dans l'objet de la preuve. Donc, au lieu d'encombrer ça, moi, je fais une flèche, en fait, une petite flèche à objet, là, comme ça. Et je mets, donc, fait juridique. Juridique, moi j'écris juride et je mets un point juste après. C'est comme dans le code civil quand vous retrouvez c.civ, vous voyez. Donc fait juride plus acte juride. Donc acte juridique. Ok. Ensuite, troisième paragraphe, trois questions se posent alors. Qui doit prouver? Quels sont les différents moyens de preuve à disposition des plaideurs et dans quelles conditions celles-ci sont admises? Ça, c'est l'annonce du plan. En fait, chaque partie, le A, B, C, c'est un paragraphe, donc ça sert à rien de l'écrire maintenant. Donc, après, on arrive sur notre grand A, donc la charge de la preuve. La charge de la preuve. Donc, qui est-ce qui prouve? Je le souligne. Ok. Il s'agit de déterminer quelle partie au procès doit prouver les faits invoqués. Donc, qui prouve en fait? Donc, la charge de la preuve, vous pouvez par exemple mettre entre parenthèses, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous avez du mal à retenir qu'est-ce que ça veut dire, ce que veut dire la charge de la preuve, vous mettez entre parenthèses qui, point d'interrogation. Ouais, c'est comme quand on met qui, quoi, comment, où, etc.
Le droit français n'apporte pas de réponse uniforme, distinguant selon les matières et les procédures. Le droit pénal connaît une procédure inquisitoire qui repose sur l'initiative du juge. Alors tout d'abord, on parle du droit pénal. Donc ce que je fais, là j'écris droit pénal, que je vais souligner. Et je viens de dire, connaît une procédure inquisitoire qui repose sur l'initiative du juge. Je fais une première flèche. Et j'écris procédure inquisitoire. Au lieu d'écrire procédure, j'écris pros, je m'arrête au C et je mets un point. Inquisitoire. Et entre parenthèses, je peux rajouter initiative du juge. Ok. Ensuite, c'est lui qui a la maîtrise des preuves. Le juge d'instruction a ainsi pour rôle de rassembler les preuves aussi bien à charge qu'à décharge du prévenu. Alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire, par exemple aussi bien à charge qu'à décharge du prévenu, si vous ne comprenez pas certaines expressions quand vous faites vos fiches, moi je vous conseille vivement de ne pas continuer votre fiche et d'aller chercher ce que ça veut dire. Comme ça, vous allez pouvoir écrire par exemple entre parenthèses une petite explication qui vous fera vous souvenir de la véritable signification de l'expression. Parce que si vous commencez à ficher des trucs que vous comprenez pas, ça va pas le faire quoi. Parce que si vous fichez des choses que vous comprenez pas, déjà là au premier paragraphe, peut-être que par la suite, vous allez avoir du mal en fait à distinguer ce qui est important ou non affiché. Que si vous avez compris d'entrée tout ce qui est dit, vous allez plus facilement savoir si ça c'est important à afficher ou pas. Donc je disais, le juge d'instruction a ainsi pour rôle de rassembler les preuves aussi bien qu'à charge et qu'à décharge du prévenu. Alors, deuxième flèche, le juge prouve en fait, rassemble les preuves, le juge prouve, aussi bien à charge qu'à décharge du prévenu. Alors, est-ce qu'on fait des abréviations pour à charge ou à décharge? Par exemple, à charge du prévenu, c'est ce qui est mauvais pour le prévenu en fait. Donc moi, j'ai l'habitude d'écrire, à la place d'écrire à l'encontre ou contre, j'écris VS, vous savez, versus, là, comme dans les jeux de combat. Sauf que ça, c'est des expressions quand même importantes. Et que si vous commencez à abréger des expressions importantes, ben, pendant vos examens, vous n'aurez pas le réflexe de les utiliser. Vous écrirez, bon pas versus, mais vous écrirez à l'encontre ou contre, et ça fait toujours moins juridique que d'écrire à charge du prévenu, vous voyez. Donc les mots purement juridiques, je vous conseille de ne pas les abréger et de ne pas utiliser de synonymes. Donc le juge prouve ce qui est à charge du prévenu et ce qui est à décharge, décharge du prévenu. Bon là je fais deux traits, vous savez, ça veut dire, quand on le met en dessous, ça veut dire que c'est à la place d'écrire la même chose en fait, parce que ça finit par du prévenu. Ensuite, les victimes sont favorisées quand elles se portent partie civile à une action publique, puisque ce n'est pas à elles, mais au juge d'instruction de rechercher les preuves à l'appui de leur demande en réparation du préjudice subi du fait d'infractions pénales. Là, pareil, si vous ne savez pas ce que c'est se constituer partie civile devant le juge pénal, vous allez rechercher. Okay, là aussi, c'est pas un mot que vous comprenez pas, mais c'est une logique juridique que vous ne comprenez pas. Et il faut l'éclairer le plus vite possible en fait, puisque si vous le retrouvez par la suite, au bout d'un moment vous allez dire bon, ça fait 5 fois que je vois ce truc écrit, c'est que ça doit être important, mais ça fait 5 fois que je comprends rien, et ça va pas le faire. Donc le juge prouve ce qui est à charge et à décharge du prévenu, et le juge prouve, je refais une troisième flèche, idem, donc idem, c'est ce que ça veut dire, si partie civile. Alors, on dit constitution de partie civile. Moi, je le sais, si vous ne savez pas qu'on dit constitution de partie civile, on dit se constituer partie civile. On ne dit pas autre chose, quoi. C'est l'expression juridique. Donc, si vous ne la connaissez pas, vous mettez idem si constitution de partie civile. Et à la place d'écrire constitution, même si on ne parle pas de la constitution
de 1958, vous pouvez faire une abréviation C majuscule avec le petit rond, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, en matière civile, donc là on n'est plus dans le droit pénal, en matière civile. Donc, un autre paragraphe, un autre petit paragraphe, quoi, droit civil, que je souligne. En matière civile et commerciale, donc droit civil plus com, CO2M, point. En matière civile et commerciale, en revanche, la procédure est de type accusatoire. En haut, on a écrit procédure inquisitoire. Donc là, je réécris pros pour procédure accusatoire. Ok. C'est-à-dire que le juge n'est plus qu'un arbitre dans le litige qui doit trancher en considération des preuves qui auront été apportées par chaque partie à l'appui de sa prétention. Article 9 du nouveau code de procédure civile. Tout à l'heure, je vous disais dans l'introduction, cet article était cité, et je vous disais c'est pas la peine de le mettre dans l'introduction puisqu'on va en reparler par la suite. Donc, le juge n'est qu'un arbitre, alors vous pouvez écrire, tout à l'heure on a écrit procédure inquisitoire, et en deuxième ligne on a écrit le juge prouve. Maintenant c'est plus le juge qui prouve, on peut aller par contraste et écrire que les parties, les plaideurs, comme vous voulez, les parties prouvent. Ok. Et que le juge n'est qu'un simple arbitre. Juge égale arbitre. Ah oui, les parties prouvent, et là, c'est là que vous pouvez mettre entre parenthèses votre article, article ART. Pour l'abréviation 9 NCPC. Par contre, pendant vos examens, utilisez aucune abréviation. Alors, des fois, vous pouvez, par exemple, c'est quoi? C'est pour les... Je sais plus, ça dépend les professeurs en fait. Des fois, il y en a qui admettent... Par exemple, je prends un exemple là, qui me vient en droit de l'Union européenne. Vous avez le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est super long à écrire. Et si dans votre commentaire, disserte, n'importe quoi, vous êtes amené à l'écrire beaucoup de fois, en général, vous l'écrivez une première fois, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et entre parenthèses, vous mettez son abréviation. Mais quand je dis son abréviation, c'est son abréviation officielle, TFUE. C'est pas votre abréviation, sinon le prof il va rien comprendre. Ok ? Donc vous mettez TFUE entre parenthèses, et comme ça, par la suite, vous n'avez pas besoin de réécrire à chaque fois traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais vous écrivez seulement TFUE. Mais attention, c'est bien les abréviations officielles, c'est-à-dire qui sont employées par les profs, ou que vous retrouvez, par exemple, je sais pas, sur des sites juridiques. Ok. Donc, je disais... Toutefois, depuis 1971, date du nouveau code de procédure civile, le système de preuve dans le domaine civil a évolué dans un sens inquisitoire. Le juge peut désormais ordonner d'office la production de toute preuve admise par la loi et les mesures d'instruction nécessaires. Alors, là je fais juge égale arbitre. Bon, moi je vais faire une quatrième flèche, mais attention, donc là j'utilise mon panneau de signalisation, mais... Bon, depuis 1971, ça vous l'écrivez ou pas, vous faites comme vous voulez, ça pourra relativement être utile dans une dissertation, ça fait toujours bien, mais à mon sens c'est pas le plus important, si vous le retenez tant mieux. Mais le juge, juge peut, le juge peut ordonner d'office, pareil si vous savez pas ce que ça veut dire ordonner d'office, vous allez le chercher. Ordonnée d'office, donc là on a 2 points, donc je fais 2 petites flèches, 2 petits traits comme ça. La production de toute preuve admise par la loi et les mesures d'instruction nécessaires. Donc production de preuves, la abréviation sur production de preuves et mesures d'instruction. Instruction. Voilà, je m'arrête au T, je fais un petit rond. Ok. Il reste un principe fondamental, le principe du contradictoire. Alors là, vous voyez, on saute un paragraphe, donc on n'est plus dans le droit civil en fait. C'est un principe fondamental qui va concerner aussi bien le droit civil commercial que le droit pénal. Donc, il reste un principe fondamental.
Donc vous faites un troisième paragraphe, PP pour principe. Moi je vais écrire PP fonda, parce que je sais que ça veut dire fondamental, j'ai l'habitude. Le principe du contradictoire. Alors, première flèche égale principe du contradictoire. Contradictoire. Il commande que les preuves doivent être soumises à un débat contradictoire. Chaque preuve doit être communiquée non seulement au juge, mais aussi à la partie adverse pour lui permettre de préparer sa riposte. Donc ça, vous comprenez, c'est avant le procès, hein. C'est quand les avocats, concrètement, s'échangent des conclusions, en fait. Donc, principe du contradictoire. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, soit vous refaites un trait, soit comme là, ça correspond à ça, moi je vais faire un petit point en dessous. Principe du contradictoire, c'est la communication. Je m'arrête au T, je fais un petit rond. De preuves. Oui, communication de preuves, pardon. Donc doit être communiqué, j'ai dit, au juge et à la partie adverse, de trait, au juge, plus la partie adverse. Voilà, et le principe du contradictoire, concrètement, c'est surtout la communication des preuves à la partie adverse. C'est pour que la partie adverse puisse contredire, notamment la partie adverse également, quoi, puisque ce sont des adversaires. Mais bon, le juge également, puisque le juge va pouvoir venir contredire les parties. Ensuite, ce principe conduit également à refuser que le juge puisse faire état de sa connaissance personnelle de la cause. Bon, là, la phrase n'est pas terminée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, vous voyez, on a une page entière purement une page d'ordinateur, en fait, sachant que c'est pas du format poche. C'est pas du format A4. Bon, vous voyez, là j'ai ma page, là j'ai mon livre. Alors pour moi c'est beaucoup plus simple. Alors ça va peut-être vous paraître brouillon, mais vous l'agencerez mieux, hein. Vous avez votre écriture, votre belle écriture. Moi ça me paraît clair, vous voyez, ça c'est vraiment subjectif. Surtout, j'ai à mon sens gardé tous les éléments importants. Vous voyez, ficher ça veut pas dire enlever les éléments importants. Et j'ai gagné vachement de place, j'ai beaucoup moins de mots. Et si je relis, regardez, je cache mon livre là, hop, je garde juste la page comme ça pour tout à l'heure. Si je relis ma fiche, est-ce que ça a du sens? Puisque des fois, si on a mal fiché, on relit notre fiche, on n'a pas le livre sous les yeux et on comprend plus ce qu'on a écrit. Alors bon, l'introduction, je l'ai lu tout à l'heure, donc on va pas la relire. Ensuite, notre grand A, la charge de la preuve. Qui? Donc, qui est-ce qui prouve? En droit pénal, on a une procédure inquisitoire, ce qui signifie que le juge a l'initiative du procès. Le juge prouve aussi bien les éléments qui sont à charge du prévenu qu'à décharge du prévenu. Et il en va de même en cas de constitution de partie civile de la part de la victime. Ensuite, en droit civil et en droit commercial, on a une procédure accusatoire à l'inverse. Ce sont donc les parties qui prouvent, en vertu de l'article 9 du nouveau code de procédure civile. Le juge n'est qu'un arbitre, mais il peut ordonner d'office la production de preuves et de mesures d'instruction. Il peut ordonner d'office la production de preuves et ordonner d'office toute mesure d'instruction qu'il estime nécessaire. Par ailleurs, on a un principe fondamental qui est le principe du contradictoire. En quoi consiste-t-il? Eh bien, l'épreuve doit être communiquée à la fois au juge et à la partie adverse. Voilà. Donc c'est relativement clair. On n'a rien enlevé d'important. Donc on a tout ce qu'il nous faut. On a beaucoup moins de lettres et ça va être beaucoup plus simple à apprendre. Alors vous voyez, là vous allez me dire, ouais, il y a une page d'ordi, mais là j'ai presque une page aussi. Parce que les pages n'ont pas du tout la même gueule, quoi. Et moi j'écris, je prends pas mal de place, vous voyez, c'est pour ça que j'aime avoir une feuille blanche et pas une feuille à carreaux, pour pouvoir faire mes petits traits comme ça, parce que si je commence à faire des traits et qu'en plus il y a déjà des traits, enfin des carreaux, tout ça, j'ai l'impression que c'est plus lisible. Maintenant je vais vous donner un second exemple, quand il y a beaucoup de... Bon, on va regarder ça. Quand il y a beaucoup de sous-parties, je ne vais pas rentrer dans le détail des fiches, hein. Je vais juste reprendre
Je vais pas vous la scanner celle-là, je vais juste vous montrer. Je disais notre grand A c'était la charge de la preuve, notre grand B après c'est les différents moyens de preuve. Et dans les différents moyens de preuve, on a des sous-parties. On en a, alors, on a la preuve par écrit, et là on a encore des sous-parties, la notion d'écrit, les différents actes écrits, c'est à beaucoup de niveaux. On a déjà en dessous du B, du grand B, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 petites sous-parties en dessous du B. Donc ce que je fais moi, c'est pour vous montrer comment j'agence en fait ma page. Moi donc bon j'écris mon B là, c'est quoi les différents moyens de preuve. Donc je le mets pas en haut de la page, je le mets plutôt au milieu parce que je sais que je vais avoir 5 sous-parties à écrire. J'écris les différents moyens de preuve. Là je l'encadre. Ok. Et là, je vais avoir 5 sous-parties. Donc, ce que je fais 1. Alors, j'en fais pas 5 d'entrée. Hein. Je commence avec une parce que je sais pas combien de place ça va me prendre. Mon petit 1, notamment, c'est la preuve par écrit. Donc, vous pouvez écrire petit 1 si vous voulez. Preuve par écrit. Là, vous le soulignez. Et là, donc la preuve par écrit, là en l'occurrence, on a encore des sous-divisions. On a la notion d'écrit en A, en petit a, et en B, les différents actes écrits. Donc là vous allez mettre votre grand A. Là ce que je fais, je refais pas de flèche sinon ça devient trop le bordel je trouve. J'écris la notion d'écrit, c'est le titre de mon petit A. La notion d'écrit, je le souligne un peu différemment histoire de dire. Et là je fais des petits points comme ça. Et je lis ce qui est important. Après je fais mon petit B et je fais pareil. Après quand j'ai fini ça, je refais un trait. Je mets mon grand 2 par opposition à celui-là donc. Et j'écris pareil le titre. Donc là c'est quoi ? C'est l'acte sous seing privé, l'acte sous seing privé, et voilà, etc., etc. Donc là, je fais mes petits points, blabla, mon grand 3, blablabla, et mon grand 4. Bon, là, c'est à l'arrache, bien sûr, hein, vous le faites mieux, et ce sera plus cool. Maintenant, passons à la deuxième partie de la vidéo. Alors, je le rappelle, c'est une fiche qui m'a été envoyée, et je vais vous la montrer rapidement. Et à partir de là, je vais faire quelques observations. Qu'est-ce qui pourrait être, à mon sens, amélioré? Alors, on va pas s'attarder là-dessus, tout simplement parce que j'ai pas tant de choses à dire que ça. Donc voilà, elle commence comme ça. Ça, en fait, c'est l'ouvrage qui a servi de base pour ficher. Donc, on parle de relations internationales. Donc, en fait, c'est ça. Et ensuite, ça. Voilà, donc c'est pas mal surligné, entouré, tout ça. Et la fiche, donc ça donne ça. Alors sur le fond, on va pas relire le fond ensemble parce que ça serait trop long. Moi ça m'avait l'air plutôt bien, c'est-à-dire il me semblait pas qu'il y avait des informations importantes qui manquaient. Après voilà, par rapport à ce que je viens de dire en première partie, enfin à la fiche qu'on vient de faire, moi mon conseil ce serait sur la forme. Moi je sais que j'arriverai pas du tout à apprendre sur ça. Quand j'ai des lignes comme ça qui s'entassent, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, après, c'est personnel, vous voyez. Bon, les carreaux, je vous l'ai dit, moi j'utilise la feuille blanche. Mais je pense que c'est plus clair d'utiliser, par exemple, ici, je crois qu'on a... Non, on n'a pas un titre. Non, voilà, on a un titre là et on a 1, 2, 3 points. Moi, ce que j'aurais fait, bon, j'aurais mis mon titre, voilà, ça ok. Et ensuite, j'aurais mis, par exemple... Voilà, relations internationales enseignées, je l'aurais mis ici en gros, et j'aurais fait des petites flèches comme ça, comme j'ai fait, 3 flèches, vous voyez. Basé sur une réflexion idéaliste, là j'aurais marqué ça, réflexion idéaliste, ou basé sur une réflexion idéaliste ici, et pareil, j'aurais fait des petites flèches comme ça, pour relier mes différents éléments. Mais sinon, le reste, voilà, donc c'est purement au niveau de la forme. Moi ça m'aide psychologiquement et il faut pas délaisser la partie psychologique parce que quand vous arrivez à un mois du partiel, enfin des examens finaux quoi, et que vous avez au niveau de vos pages d'ordi 240 pages à apprendre, tout court confondu quoi, vaut mieux que le psychologique soit là.
Pour terminer, on va revenir sur notre fiche. Je vous disais que moi j'avais une aide mémotechnique qui me permettait de me souvenir plus ou moins des différents éléments qui composent les paragraphes ou qui composent les parties en fait de mes fiches. Par exemple, les différents éléments de ce petit paragraphe, de celui-là, etc. Alors ce que je fais déjà, j'analyse combien il y a d'éléments importants là-dedans. On a la procédure inquisitoire, le rôle du juge, et en cas de partie civile. Voilà, donc on a 3 trucs. Procédure inquisitoire, ce qui est important, c'est inquisitoire. Ça commence par un I, donc j'écris I. Ensuite, le juge prouve. Là, je vais plutôt écrire un P pour prouve plutôt que juge. Donc j'ai un P. Non, je vais écrire plutôt un J. P, je vais le garder pour partie civile en fait. Voilà, pour partie civile, pardon, et J pour juge. Donc là j'ai 3 trucs. JIP, là j'ai pris JIP exprès parce que en fait ça fait pas un mot qui existe, mais ça pourrait être un mot qui existe, vous voyez. Parce que si on avait PMN, enfin on peut pas le dire, vous voyez. Donc autant trouver un mot qui existe. Enfin qui existe, non qui existe pas, mais qui pourrait être un mot. JIP, qui est prononçable du moins. JIP, et là quand je vais faire mes fiches, bon là concrètement la fiche est courte, mais quand vous avez par exemple 20 pages de fiches, et là aussi il n'y a que 3 éléments à se souvenir, sachant que voilà, il n'y a pas beaucoup à développer sur les éléments, mais des fois quand vous faites vos fiches, vous avez par paragraphe 10 éléments, et c'est des trucs plutôt complexes. À ce moment-là, au lieu de vous souvenir de vos 10 éléments, vous essayez de vous souvenir de ce petit mot que vous avez mis de côté. Et à ce moment-là, vous vous dites, bon, là, mon J, il correspond à quoi? Ben, il fait penser au juge. Le juge, c'est quoi? Parce que ça, vous l'avez lu, hein, vous ne vous basez pas que sur ça. Et là, du moment que vous avez le mot juge en tête, vous allez vous dire, ah oui, c'est le juge qui prouve aussi bien ce qui a des charges du prévenu. I, oui, c'est une procédure inquisitoire. Et P, en cas de constitution de partie civile, c'est également le juge qui prouve. Voilà, vous faites pareil là, par exemple, tout à l'heure on a mis I pour inquisitoire, là on va mettre A pour accusatoire. On va mettre le juge, on a une importance aussi. Le juge est un arbitre, le juge peut ordonner d'office, donc J. Et là, les parties prouvent, donc les parties, voilà, on a un mot prononçable. J, donc le juge, alors le juge, on a à la fois le fait qu'il est arbitre et qu'il peut ordonner d'office différentes choses. Donc on a 2 points à ce moment-là. Moi ce que je fais des fois c'est que je mets un petit 2 au-dessus de mon J. Voilà. Et je vais me rappeler après que j'ai 2 éléments à citer dans le cadre du juge. Voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, puisque ça pourrait servir à d'autres étudiants. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos questions par message privé sur ma page Facebook. Le lien de la page Facebook en question est dans la description de la vidéo. Il peut s'agir aussi bien de questions de cours, par exemple, vous pouvez me dire j'ai du mal à distinguer telle notion et telle notion. Ça peut également être des questions de méthodologie ou d'organisation, des questions juridiques diverses, c'est vous qui voyez. En attendant, je vous dis à la prochaine et bonne fiche!